si tu mises ta stratégie là-dessus et que tu dis moi j'ai pas de sous mais je vais quand même faire du marchand, c'est là où ça risque d'être compliqué. Même en allant chez Castorama en y tapant tous les week-ends, son prix de sortie quand il va vouloir revendre sa maison, ça sera grosso modo ce que lui aura coûté les travaux. Sauf si vraiment il fait tout lui-même, auquel cas c'est sa femme qui sera partie avec le voisin. Je lui dis écoute, fais quelque chose qui te plaît, l'argent viendra. Fais quelque chose dans lequel tu es bon, l'argent viendra. Si tu le fais pour l'argent, souvent ça marche pas. Ah ouais. Salut Eric, Salut Julien. j'espère que tu vas bien. Bah écoute, pas trop Ouais, mal, oui. Et avec toi ton voyage, Je suis décalé là. voilà, un peu Je sais décalé. pas quelle heure il est d'ailleurs. T'es arrivé il y a quoi, 2 jours, 3 jours? Non, hier soir. Ah, hier soir. Ah ouais. Ah oui, hier soir. Ah bah ouais. Ok. Je pense bien, t'étais la priorité absolue. Donc, arrivé, c'est ça, j'en suis flatté. Arrivé hier soir du coup de France. Ouais, On est à Montréal ici, c'est le premier épisode que j'enregistre à Montréal depuis que je suis arrivé ici. c'est beau. Donc ça me fait plaisir d'enregistrer avec toi, ça fait un petit moment qu'on échange sur des réseaux ou autres, en tout cas qu'on suit les publications les uns des autres, enfin l'un de l'autre. Et on voulait faire cet épisode, on n'a pas forcément réussi à se caler aussi sur Toulouse, donc on a un matos ici un peu artisanal. Ça devrait le faire quand même. Et tu m'avais dit d'ailleurs, si tu viens à Toulouse, quand tu viendras à Toulouse, au final, ça sera Montréal. Voilà, Bon. exactement, improbable. C'est improbable. Non, mais je suis très content que tu m'aies contacté parce que franchement, déjà j'aime bien faire des épisodes comme ça, tu vois, qui sont pas prévus de longue date. Et puis parler de marchand de biens, ça m'intéresse. Parler avec toi, ça m'intéresse parce que tu as une grosse culture sur le marchand de biens. Tu as développé aussi plein de choses pour les marchands de biens, pas que pour toi et tes propres activités. Donc ça m'intéresse peut-être que tu te présentes aux oreilles de tout le monde et aux yeux de tout le monde aussi, déjà. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. On a plein de choses à se dire parce qu'on s'est déjà dit beaucoup de choses qu'on va sûrement répéter. Mais on va le répéter, mais Ouais. on fera mieux. Je suis né dans le Lot-et-Garonne, donc non loin de Toulouse. Oui. Et tu m'as dit dans la capitale de la tomate, c'est incroyable. Capitale internationale de la tomate. Ouais. Internationale. Quand vous mangez une tomate de Marmande, hein, c'est voilà. Voilà. Très important. Donc petite vie tranquille, père facteur, mère auxiliaire de poste. Les PTT à l'époque, on disait petit travail tranquille. Ouais, c'est ça. Et non, t'es vraiment là-dedans. Hein. Est-ce que ça a changé ça? Ça, je sais pas. J'ai pas en tout cas souhaité emboîter la carrière de mon père, qui est parti lui vivre à l'étranger assez rapidement. Ma mère est partie de notre monde, n'est-ce pas, un peu tôt, et lui est parti vivre en Colombie. Alors, il faisait pas du tout du trafic de cocaïne. À chaque fois que je dis ça, les gens se disaient. Non, il vivait tout très chichement d'ailleurs, très simplement. Non, parce que comme il était quand même à la poste, on sait jamais. Tu peux... Oui, tu fais les sachets, puis tu essaies de faire transiter, mais il paraît que c'est dangereux et qu'il y a des gens qui ont mal fini. Oui. Non, une vie tout à fait ordinaire. Donc moi, petit parcours, études à Bordeaux, Espagne, un bout aux États-Unis, un petit pied au Maroc aussi. Pas très ordinaire quand même, Espagne, États-Unis, Maroc. Alors pas ordinaire au début. Tu vois, la fac classique à Bordeaux, là, ça faisait pas trop loin. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis ici parce que j'installe ma fille pour 6 ans à Polytechnique Montréal. Moi, à 18 ans, tu m'aurais dit qu'il fallait partir à Montréal. Je serais regardé, j'aurais dit attends, pas trop quoi. Ça me paraît un peu loin. Bon, très rapidement, finalement, j'ai fini par être ailleurs assez longtemps. Et puis en retour en France, où je me suis dit tiens, comme je sais pas faire grand-chose, mais que j'aime bien parler aux gens, je vais faire prof. Okay. Et donc, comme j'avais une boîte à Bordeaux, j'étais revenu m'installer à Bordeaux, j'avais une boîte à Bordeaux et puis je faisais des cours déjà dans des écoles privées dont je tairai les noms pour pas leur faire de pub, mais non, mais c'est des écoles qu'on connaît bien, émanation du groupe INSEC, etc. Okay. En tant que jeune entrepreneur sympathique, et puis du coup, j'ai repris des études, DEA, sciences de gestion, préparation à l'agrégation, agrégation d'économie de gestion. Bon, ils ont bien voulu de moi et du coup, j'avais la possibilité d'aller prendre une petite direction dans un IUT de province. Comme je faisais beaucoup de parapente, donc ceci n'a rien à voir avec cela. Ouais. J'ai traversé la France dans l'autre sens et je suis allé vivre à Annecy, dans les Alpes, où je réside toujours. D'accord. Voilà. Et tu me disais que tu avais quand même des attaches au sud-est. Tu aimais bien aussi le sud-est pour le climat. J'ai une maison effectivement plantée dans l'Estérel au milieu de nulle part aussi. Ouais. Même en été, il n'y a personne parce qu'il faudrait retrouver la route déjà, c'est assez difficile. Mais oui, le climat est quand même assez extraordinaire dans le sud-est. Je comprends carrément. Ok. Sur la partie marchand de biens. Alors sur la partie marchand plus précisément, c'est quoi ton recul aujourd'hui, ton historique là-dessus? Qu'est-ce qui t'a amené au marchand? Par hasard. Donc en fait, pour être français, moi pour être franc, je savais même pas que ça existait un code NAF marchand de biens. Okay. Alors maintenant, c'est le code NAF que j'écris partout sur toutes les griffes voilà, mais je savais pas qu'il existait. J'avais monté un petit concept parce que comme je m'ennuie assez vite en parallèle de ma direction de Tech Deco à l'IUT d'Annecy, j'avais fait un petit concept qui permettait aux gens de la classe moyenne d'investir
Alors à l'époque, c'était novateur parce que c'était un cash flow positif. Donc cash flow positif, après c'est devenu à la mode, puis même maintenant complètement galvaudé parce que ça ne marche plus. Mais à l'époque, ça marchait assez facilement. L'argent était... Alors, oui, à l'époque, les taux d'intérêt étaient à 4 ou 5, mais les performances locatives étaient à 15. Oui, parce que les prix étaient bien plus faibles. Et oui, donc il faut s'en souvenir. Donc c'est marrant parce que les gens, ils essaient toujours de comparer les chiffres, mais si tu compares que les chiffres, tu oublies quelques phénomènes de l'économiste, du coup, que je suis par ailleurs. Mais voilà, il faut regarder un peu tout. Et effectivement, à l'époque, ça fonctionnait et on pouvait se payer le culot d'acheter un truc, de le retaper, de le revendre à un investisseur et de neutraliser au moins son cash flow. Et ce qui était absolument fabuleux, c'est qu'il n'y avait même pas besoin de mettre les frais de notaire. C'était, voilà, même les frais d'hypothèque étaient pris en charge par la banque. C'était avant la descente aux enfers de 2008-2009. Puis a eu lieu cette petite descente aux enfers. Et là, on avait lancé quand même le concept et on en vendait pas mal en les achetant, en les rénovant et en les revendant à des investisseurs. On en gardait pour nous et puis on en revendait énormément. On en a fait un peu plus de 400 quand même. Donc, donc ça avait pris quand même une certaine envergure. Et donc on était obligé d'être juridiquement marchand de biens sur une société centrale puisque nous avions une intention de revendre avec plus-value. Donc il y avait une intention spéculative et mon avocat de l'époque m'avait dit si tu fais ça à titre personnel, tu vas te retrouver. Ça va pas être possible. Et donc j'ai appris comme ça en fait. Et avec tout un tas de... Ça c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et oui, le temps passe. Et après, crise 2008. Alors, crise 2008, ça a coupé un peu. Nous, ça nous a pas fait trop tousser parce que les performances locatives, elles étaient très très bonnes de toute façon. Les gens n'étaient pas pressés de revendre. Et en plus, ça nous a offert une fenêtre de tir pour racheter encore plus. D'ailleurs, à l'époque, c'est là où j'ai créé les clubs deal à Miami, puis celui en Espagne, puisque en fait, on remettait des sous, on jouait au flip, on jouait à la rentabilité, et on pouvait jouer avec des règles du jeu de prix qui étaient évidemment bien meilleures que 2 ou 3 ans avant. Donc en réalité, moi j'ai plutôt bien vécu cette crise-là. Alors ceux qui avaient acheté trop cher et dans des endroits où il ne fallait pas acheter, et notamment à Miami, hashtag mon père, donc vivait en Colombie, mais lui a été la première victime, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs que j'y suis allé au départ. C'était pour essayer de racheter en short sell au départ et ensuite en foreclosure parce que c'est allé jusqu'à la faillite. Et je n'y suis pas arrivé. Les offres ont été rejetées par les banques. Et donc, comme j'ai un esprit revanchard, j'ai acheté mon premier appartement aux États-Unis à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau de là où mon père s'était fait saisir et là où il était retourné vivre en Colombie dans son petit condo. Et puis après un deuxième, un 30e, etc. Bon bref. Et lui il se l'est fait saisir pourquoi justement par rapport à la hausse des taux? Ah oui, parce que par rapport à cette crise spécifiquement. Oui, c'est là que c'est rigolo. C'est un peu comme si tu avais un fils qui était, je sais pas moi, chirurgien dentiste et que tu voulais pas lui montrer tes dents, quoi, tu vois. Et ben il a pas voulu me dire ce qu'il était en train de fabriquer, évidemment. Ce qu'il a fabriqué, comme des millions d'Américains, c'est qu'il a acheté à un taux d'intérêt à 6,3 à l'époque, avec un balloon à $1,000 par mois. Et il a emprunté $400,000. Donc même sans faire de grand maths, ça veut dire que tu es en intérêt déjà supérieur à ce que tu rends à la banque. Autrement dit, tous les mois, tu dois plus d'argent à la banque que le mois d'avant. C'est-à-dire que c'est un amortissement dit négatif. Non seulement tu n'amortis pas ton prêt, mais en plus tu dois plus d'argent à la banque. Et les brokers et tout le monde qui lui avait dit il faut absolument faire ça, à l'époque c'était la folie, faut se remettre dans le contexte, lui avait dit mais il ne peut pas y avoir de crise, c'est impossible parce que ça monte tout le temps. Et donc à la limite, là aujourd'hui tu as une très belle townhouse, et puis tu la revendras et avec la plus-value tu achèteras une plus petite, donc il n'y a pas de problème. Bon, oubliant un petit détail, c'est que la suite on la connaît, c'est que quand les gens ont découvert qu'ils ne pourraient pas rembourser, les prix ont commencé à dégringoler, c'est devenu impossible de louer, l'économie s'est effondrée et que surtout son balloon, son fameux ce truc à $1,000 est repassé en vrai amortissable. Et en vrai amortissable, on parlait de $3,000 là où mon père gagnait moins 2005. Voilà. Donc ça, comme des millions d'Américains, il s'est retrouvé dans une situation où en fait, ça devenait absolument impossible, mais vraiment impossible de maintenir la situation. Et même pas 6 mois, même pas 1 an, il fallait couper la branche tout de suite et il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait rendre à la banque ce qui appartenait à la banque, d'ores et déjà à la banque, quoi. On a moins été impacté effectivement en France sur la partie immobilière, de manière générale à cette période-là, parce que comme tu le dis, les gens, s'ils n'étaient pas pressés de vendre, ils n'avaient pas besoin de vendre forcément. Les locataires, les loyers n'ont pas bougé non plus, ça n'a pas baissé pour autant. Donc c'est quand même un pilier assez solide, quoi. En France en général, l'immobilier, ça
ça bouge quand même moins vite que Ah, aux ça, c'est États-Unis sûr. ou dans d'autres pays. Le French bashing, alors pour avoir fait ses affaires en Espagne, aux États-Unis, bon bref, et puis avoir du coup avec ma casquette universitaire audité une trentaine de pays, la France reste un pays absolument incroyable de ce point de vue. Il y a une stabilité. Nous, quand on dit c'est la crise absolue, ça veut dire que ça risque de baisser de 10. Ouais. Et en quelques années. Et en quelques années. Ouais. Et quand c'est l'euphorie, ça va monter de 5. Le marché américain, puisqu'on parlait de celui-là, quand ils ont dit ça va être la crise, on ne parlait pas d'une baisse de 10, on parlait d'une baisse de 10, mais tous les mois, quoi. Ouais, carrément. Non, mais c'est clair. Bah, comme toute chose américaine, hein, c'est toujours disproportionné par rapport à ce qu'on peut vivre en Europe. Mais bon, on l'a vécu aussi en Espagne, hein, pour un pays plus proche du nôtre. En Espagne, les swings sont beaucoup plus importants. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais une question à te poser. Il y a beaucoup de mode autour de Dubaï là, en ce moment, Émirats, etc. T'as du recul sur le marché là-bas, sur justement la volatilité du marché, la stabilité? Alors, j'ai pas de recul, j'ai pas de données tangibles parce que, comme tu le sais, Dubaï délivre très très peu de données, hein, pour ainsi dire aucune. Ouais. Donc on ne sait pas. Après, moi, j'ai grandi dans le Lot-et-Garonne, je reste un paysan. Ouais. Il suffit d'aller sur du Mérapalm, où j'ai encore séjourné il n'y a pas si longtemps, et regarder les immeubles non finis tout autour de cette fameuse tour qui est gigantesque. Bon, quand il n'y a plus du tout de grue, quand il n'y a pas du tout d'artisans, il y a quand même 2-3 questions à se poser. Ouais. Et puis, si je devais résumer, je dirais, quand tu fais pipi dans l'océan, tu vois, on l'a tous fait, tu es à la plage à Biscarrosse, bon, Bah ouais, pied dans l'océan, t'as pas le choix. Bon, ça va pas beaucoup polluer. Hein. Non. Si tu fais pipi dans ta baignoire, tout de suite, c'est pas terrible. Ouais. Quelle est la taille réelle du marché de Dubaï? Est-ce que c'est un océan ou est-ce que c'est une baignoire? Voilà. Bah, oui. Ça reste, Mais après, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Ouais, ok. Non, mais parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui prônent ce marché-là, et moi je le trouve pour le coup pas très stable aujourd'hui. Enfin, je pense que il y a beaucoup de risques associés à ça. C'est peut-être une extraordinaire baignoire, mais ça reste une baignoire. Ça reste une baignoire, c'est clair. Alors si on en vient aux marchands de biens modernes, j'ai l'impression que ce terme marchand de biens, il a été quand même assez décrié, voire dénigré, enfin en tout cas pas bonne presse il y a une certaine époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus démocratisé comme métier. Est-ce que tu as vu cette transition s'opérer, toi? Complètement. Au début, on ne s'appelait pas marchand de biens, même entre nous. Hein. Pour la petite blague, la FMDB s'appelait FCOPIM, Fédération des conseils experts en opérations immobilières. On parlait d'opérations immobilières. Ouais. Certains syndicats ont même parlé de promoteurs, rénovateurs. Bon, alors, promoteur étant un autre métier, rénovateur étant un métier qui n'est pas vraiment normé, entre guillemets, et marchand de biens étant un code NAF. Donc tout le monde s'est cherché. Bon, faut pas oublier qu'effectivement, Jésus ayant tapé sur les marchands du temple, on a ce côté marchand qui est toujours négatif, qui a été longtemps très négatif. Et marchand par un tapis, phénomène. Marchand de tapis. C'est marchand de tapis, marchand de sommeil. Alors, t'es à total, tu vois, t'es le truc. Tu dis marchand déjà, t'as. La gamine qui joue à la marchande. C'est très vilain. C'est sale marchand, quoi. Bon. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas trop à l'expliquer. Je dirais que ce sont les réseaux sociaux. Moi, j'avais pas de LinkedIn il y a 3 ans. J'avais pas de Instagram et j'avais pas de Facebook. J'étais peinard. Donc, effectivement, j'ai pas vu ce qui se passait. Mais ce qui se passait, c'est que sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes ont transformé, et notamment en voyant, ça s'est accéléré encore avec la montée des taux d'intérêt, parce que en voyant qu'effectivement ça passait plus avec les arguments du cash flow positif pour le locatif, pour le locatif, ils se sont dit maintenant je vais vendre le fantasme de devenir marchand. Et donc du coup tout le monde a commencé à dire tiens, deviens marchand, change d'activité, deviens marchand, etc. Bon, et donc du coup finalement c'est devenu une banalité absolue. Maintenant tu dis je suis marchand de biens, tout le monde comprend, alors qu'avant il fallait galérer quand même un petit peu pour se faire comprendre. Promoteur immobilier, ça pas de souci. Oui, ça on comprend bien, pas de problème. Marchand de biens, c'est autre chose. Et maintenant c'est à la mode, donc c'est à la mode, mais je sais pas si c'est une bonne chose en tout cas. On va en parler d'ailleurs. On va en parler parce que justement cette démocratisation, comme dans tous les marchés, de toute façon dès qu'il y a démocratisation, ça veut dire une ouverture et une accessibilité plus forte pour tout le monde, en tout cas plus simple, on va dire. Donc on voit de tout. Je vais te citer des trucs qu'on s'est dit tout à l'heure, un petit peu comme ça en off, et on va les prendre un peu au hasard. Des sujets à la mode. On a noté sujet vente à terme. On a noté le sujet des enchères. On a noté le sujet crowdfunding, c'est-à-dire
exit les banques, voire même d'ailleurs sans argent, sans banque, sans rien du tout. Confère vente à terme. Easy, facile. Il y a un sujet friche industrielle, c'est trop bien, il y a plein de cash à faire Easy sur la aussi. friche industrielle. Les petites maisons isolées à prix bas dans des secteurs sinistrés. Ah, c'est formidable. Voilà, J'adore. dans des marchés hyper tendus. Et après, il y a un gros coût général d'ailleurs à tout ça, qui est quand même le nerf de la guerre en marchand de biens, c'est la durée de portage d'un projet et le coût de l'argent associé. Et quand les deux, en général, s'allongent, c'est pas très bon. Non, il y a un problème de maths. C'est la double, les courbes qui se croisent pas du tout très vite. de la bonne manière. Ok. Par quoi tu veux commencer? Ah, je sais pas. Tu veux qu'on commence par quoi? Allez, vente à terme. Alors, vente à terme, c'est un petit peu Là, ça, c'est l'actualité du moment. Donc, c'est devenu à la mode, effectivement. Alors, vente à terme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on a le droit, en France, de dire écoute, je t'ai acheté ton truc. On fait un avenant, par exemple, qui dit que tu acceptes une vente à terme. Du coup, tu seras payé, toi, en tant que vendeur, dans 2 mois, dans 3 mois. Moi, pendant ce temps, j'aurai pré-commercialisé. Je deviens effectivement propriétaire aujourd'hui, puisque c'est une vraie vente. Voilà. C'est l'avantage d'ailleurs. C'est l'avantage énorme, bien sûr. Et donc, ça veut dire que je peux vendre le reste. Ouais. Je peux même empocher les sous. Il y a même un moment, donc du coup, où j'ai de la trésorerie positive. Et tranquillement, je vais pouvoir payer mon vendeur. C'est ça. Et finalement, par un effet de magie, sans argent, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Et donc ça c'est toujours trop bien sur le papier. Ah, c'est génial. Et ça, c'est toujours pratiqué. On a toujours eu des occasions très, très occasionnelles, justement. Mais derrière, il faut surtout pas essayer de l'industrialiser et c'est là tout le problème. C'est que là, beaucoup de gens ont commencé à dire qu'ils vendaient des formations miraculeuses, où on pouvait faire des opérations sans argent, etc. etc. Alors non seulement c'est faux, parce que, et je suis désolé d'en déplacer certains, j'ai encore, ceux qui vont m'écouter, là, vont encore me balancer 2-3 scuds, mais j'ai déjà fait, etc. Oui, tu parles des gens qui ont fait 5 opérations dans leur vie, ou 6, ils me disent, j'en ai fait la moitié. Écoute, ça fait 3, félicitations, 3 sur 6. Bon, on ne fait pas une règle universelle. Non, quand tu en auras fait, tu reviendras nous voir quand tu auras fait 200, 300, 400, là on rediscute. Mais tant que, voilà. Et surtout, le problème, c'est qu'à force de prôner ça, tous ceux qui ont envie de le faire et qui se disent je vais essayer de le faire sans argent s'embarquent dans cette méthodologie-là, qui est une méthodologie un peu rock'n'roll quand même en termes de négociation, c'est un peu raide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, je vais délivrer le secret payant, je vais le délivrer gratuitement. Tu es le vendeur. Tout le monde écoute. C'est parti. Donc tu es mon vendeur, je t'achète ton immeuble 500 000 €. Je commence ma pré-commercialisation, ça se passe pas trop mal, mais quand même, il y a quelques lots qui sont pas vendus. Donc, pré-commercialisation, ça, je l'ai inscrit, c'est très propre, il y a aucun problème. Et puis, arrivé à l'échéance où je suis censé te payer, je vais te dire, non, je peux pas te payer. Donc, parce que j'ai pas de crédit, et donc je fais tout sauter. Et toi, tu repars pour 1 an peut-être, le temps de retrouver un acquéreur, de faire toute la gymnastique, etc. etc. Ou alors, je te donne le choix, je te dis, peut-être que je pourrais te payer, mais en vente à terme, en tout cas, on va faire une vente à terme ensemble, et je te paierai dans 3 mois. Et à ce moment-là, toi, tu es un petit peu pris dans tes filets, et il y a une bonne probabilité pour que tu finisses par dire oui, avec beaucoup, beaucoup de rancœur, beaucoup de frottement. Et moi, je vais pendant ce temps, évidemment, essayer d'encaisser le maximum d'argent des ventes que j'ai déjà en cours de route, et pour te payer ensuite. Voilà. Bien sûr. Et là où c'est un problème, moi en tant que vendeur. Le problème, c'est que ton risque, c'est que je ne puisse pas te payer parce qu'en réalité, tout n'est peut-être pas très très bien ficelé. Et depuis le temps que tu pratiques l'immobilier, tu sais comme moi qu'en fait, tant que tu n'as pas l'argent sur ton compte, il y a tellement d'aléas. Même quelqu'un qui a levé sa clause suspensive, qui a eu son crédit, etc., il peut toujours se retirer de son achat à tout moment. Je connais personne qui a véritablement gagné. Alors oui, bien sûr, si on lit le gentil manuel du bon juriste en droit immobilier, on va lire que attention, il y a la clause pénale, etc. Enfin, tout ça, on sait bien que c'est des bêtises et que dans la vraie vie, si la personne se retire, les voies de recours sont quasiment inexistantes. Donc, ça finit souvent sur 5%. Oui, voilà, c'est ça. Et le juge va dire, allez, balle au centre, donne 5%. Et encore, s'il est vraiment même malmené. un accord en égo, en général, on a écrit 10, tu donnes 5. C'est ça. Sauf que si tu l'as fait en vente à terme, ça veut dire que tes sous, tu les as pas. Oui. Et donc, quelque part, tu vas arriver à la date de la vente à terme avec quelqu'un qui va, là, cette fois-ci, te traîner en justice. Parce qu'il va dire, non, mais attends, la dernière fois, tu me l'as faite à l'envers. Et là, tu me l'as refait à l'envers une deuxième fois. Et donc là, ça part complètement en live. Et là, pour le coup, je peux vous garantir que le juge ne va pas trouver ça très, très chouette, ni pour vous, en tant que marchand de biens,
Pour le vendeur, il va se placer de son côté parce que là, de toute évidence, vous avez fait quand même lésé, une manœuvre oui, un petit peu rock'n'roll. Et puis le notaire qui a cautionné quelque part tout ça et les agents interface de tout ça risquent aussi d'être emportés dans un tumulte. C'est pour ça que nous, marchands, on manie la vente à terme, on en fait. Mais on l'en fait avec beaucoup de prudence. On en fait quand on sait qu'on a les réserves financières ou que au sein même du club deal, on peut relever les fonds derrière. Et si jamais vraiment ça bug, qu'on peut réinjecter suffisamment de capitaux, etc., Ouais. etc. Donc je dis pas, parce maintenant il y a des gens qui m'accusent d'être anti-vente à terme. Je suis pas anti-vente à terme. Je dis juste c'est une arme qu'il faut manier avec beaucoup de précautions. Voilà. Et c'est certainement pas des personnes qui ont fait 6 opérations, pour certains d'ailleurs 0, je le sais, 0, Ouais. et qui vendent des formations en veux-tu, en voilà, pour expliquer le fameux secret. Et là, ça va pas. C'est là que ça bug, en fait. C'est à cet endroit-là. Je suis d'accord avec toi. Et comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai essayé de le négocier il y a 1 mois et demi, 2 mois sur une OP que je prévoyais d'acheter cash, mais j'avais pas envie de sortir le cash parce que je voulais mobiliser sur une autre OP. Bah oui. Ben, au final, le vendeur a refusé. C'est pas le vendeur qui a refusé, c'est la notaire du vendeur. Et oui, parce que le notaire, souvent, normalement, il est censé défendre son vendeur en disant non, mais là. Parce que le vendeur possible, était prêt à accepter, parce que l'agent était assez à l'aise avec le sujet, avait l'expliqué, il lui faisait confiance, etc. Voilà. Mais c'est la notaire. La notaire a dit non, direct. Pas question. Mais direct. Elle a répondu à notre notaire, elle a répondu en 3 minutes. Quoi. Ouais. Non, puis là, limite, elle-même prendre le sujet à bras le corps parce qu'elle-même est remontée comme un coucou. Voilà. Et oui, là, c'est très mauvais. Donc là, j'ai dit ok, c'est pas grave. Bon, du coup, on a mobilisé les fonds pour acheter, on a essayé de faire comme on pouvait, on a acheté. Et on a revendu dans la foulée derrière, et tant pis, mais on a payé le vendeur à vendre, tu vois. Ouais. Mais effectivement, si tu mises ta stratégie là-dessus et que tu dis, moi, j'ai pas de sous, mais je vais quand même faire du marchant, c'est là où. Là, c'est un petit peu plus sensible. Parce qu'effectivement, quand tu as le parachute, tu tires toujours sur la manette. Ça. Et si tu l'as pas, tu peux t'écraser. Vraiment. Ouais. Donc c'est bien tu vois, d'avoir eu ton recul là-dessus. On en parlera d'ailleurs de la FMDB après justement sur qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre intérêt, qu'est-ce qu'on y trouve aussi en tant que marchand de biens à adhérer. Donc ça on va en parler et c'est ce qui te permet aussi toi d'avoir ton propre recul, mais aussi de voir ce qui se passe dans le marché un peu partout en France avec les membres de la fédération. C'est aussi ça. Et nous, en ce moment, on va apparaître des petits parachutes un peu partout qu'on est en train de mettre sur les épaules des gens pour éviter qu'eux-mêmes aillent au tapis. Ben oui, c'est ça. Non, bon, là, ça va, on y arrive encore. Mais il faudrait pas qu'il y en ait... Et là, c'est comme les gremlins. Après minuit, il faut pouvoir arrêter de leur donner à manger là, et l'eau. Ça va pas, quoi. Crowdfunding, ça va un peu avec le fait j'ai pas de sous, j'ai pas de banque qui me suit. Comment je peux faire du marchand si les banques ne veulent pas me prêter de l'argent. Le crowdfunding, c'était une idée absolument formidable, défendue par un certain Emmanuel M, que nous ne citerons pas, à l'époque ministre de l'économie, devenu président de la République, entre-temps, et qui était un fervent défenseur du crowdfunding comme un modèle alternatif aux banques, ce qui, sur l'idée, était absolument génial. Très clairement, les banques, de toute façon, ayant, on va dire, quelques réticences à prêter à des néo-marchands ou à des gens qui vont faire des activités considérées par leur système comme à risque, et elles sont nombreuses, ces activités, le fait d'aller dire aux gens, vous pouvez miser sur n'importe quoi, d'ailleurs ça peut être un marchand de voitures aussi, mais aussi un marchand de biens immo, ce que vous voudrez, ça c'était génial et à la limite politiquement, moi je trouvais ça formidable. Par contre, là où c'est devenu un petit peu plus touchy, il y a eu plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il faut se rappeler du tout début. Si Quentin Romé, tu m'entends sur ce podcast, tu te souviens nos premiers tâtonnages où on se disait c'est presque du fractionné au début, après ça va devenir du crowdfunding, etc. Cofondateur d'Omunity. On a eu une apparition, donc c'était dans les premiers, c'était le tout début. Ça ne me rajeunit pas non plus, mais on a commencé à faire du crowd vraiment dans les tout premiers. Et au début, c'est pareil, c'était underground, c'était pas à la mode. Puis l'AMF s'en mêlait, vérifier vraiment les choses, parce que malgré tout, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis à un moment donné, il y a eu une espèce de libération de marché, alors poussée par les politiques, qui ont fait que n'importe qui ou presque pouvait avoir son agrément AMF et monter son site de crowdfunding. Donc on a vu là aussi se développer vitesse grand V un nombre incroyable d'acteurs sur ce marché-là. Et puis ce marché qui était un peu discret, underground, est devenu un marché tout à fait classique, un marché accessible à tout le monde. Alors tout le monde s'est mis à parler de crowdfunding, et toi tu as misé sur quelle opération, et toi, etc., etc. Et très rapidement, on va pas se mentir, on s'est aperçu que c'était encore plus facile de lever des capitaux
quand c'était un peu bling-bling. C'est-à-dire quand l'opération était un peu sympa, qu'on avait vu sur la mer, que voilà, quand il y avait un petit peu et ce que nous normalement marchand de biens on vise pas, c'est-à-dire marchand de biens on n'est pas super bling bling. Mais pourquoi ça? Parce que derrière c'est particulier et que le particulier il achète un bout de participation au projet, il achète une histoire complètement. Ouais, il a envie de vivre l'histoire. Nous, on a même, on va parler peut-être des club deals après, mais on a même dans nos propres club deals des gens qui nous demandent de participer à l'histoire du projet. Parce que, non pas qu'ils vont gagner plus d'argent, c'est juste qu'ils ont envie de vivre l'aventure auprès d'entrepreneurs. Donc, et ça, c'est un phénomène humain, psychologique. Sauf qu'en crowdfunding, c'est sans limite, puisque à la limite, tu peux participer à 50 histoires en même temps, tu cliques et tu mises. Ouais. Donc, il y a eu des levées records très rapidement. Et il y a eu quand même, on va pas se mentir, une espèce d'incitation système à aller chercher toujours plus d'opérations et des opérations qui étaient toujours moins sécurisées parce que la belle opération, je vais la caricaturer exprès, je suis désolé s'il y en a qui se reconnaissent, mais je suis à Saint-Tropez, j'ai vu sur la baie, c'est magnifique et je ratape entièrement un appartement dont j'ai dit à tout le monde, l'agent, tout le monde a dit ça vaudra 2 millions d'euros, je l'ai payé 1 million, j'explique à tout le monde que c'est génial, ça vaudra 2, ça claque. Donc sur le papier, forcément, ça claque, il y a des belles vues, il y a des vues de drone, etc. Il y a un dossier béton, donc les gens ont envie de miser. Et donc ce type de levée existe et ces types de levées vont très vite, parfois bien plus vite que pour aller chercher un pauvre immeuble un peu pourri dans une banlieue proche de Toulon. Bon, j'ai rien contre Toulon, je m'excuse pour les... mais voilà, on n'est pas du tout sur le même degré de sexy, quoi. La mer est pas loin dans les deux cas, mais c'est pas le même truc. Et donc du coup, ça incite les opérateurs à aller chercher des dossiers, peut-être en étant un tout petit peu moins rigoureux dans l'analyse du dossier et dans ce qui fait véritablement sa fiabilité et les garanties qui sont prises derrière. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? On n'avait pas cru que ça pouvait arriver, mais si, c'est arrivé assez vite finalement. C'est les premiers défauts. Donc, les défauts, allez, j'ai 6 mois de retard de remboursement des gens qui ont acheté les obligations. Après, j'ai 1 an. Après, j'ai 1 an et demi. Après, je m'excuse un peu. Puis finalement, pouf, le chorégraphe fait faillite. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé, etc. On dit, mais c'est parce que c'était mal géré et autres. Enfin, c'est un phénomène global de marché. Quand ils s'emballent, souvent, il y a des grippages qui ont lieu. Et là aussi, le nettoyage est en cours. Je ne sais pas combien de temps il durera. Sûr qu'il ne durera pas 1 mois ou 2. Il va falloir du temps avant que ce qui a été mis en tuyau et qui était plutôt toxique soit épuré. Et là, à nouveau, je pense que ce qui est mis en tuyau maintenant, au moment où on parle, est quand même beaucoup plus correct parce que justement, chat échaudé craint l'eau froide. Tu es sorti du phénomène, j'achète cher et je ne peux pas revendre derrière parce que le marché s'est bloqué et c'est complètement rouillé. Là, ça s'est quand même réouvert un petit peu. Ça, c'est du côté, on va dire, risque investisseur. Mais pour le coup, sur le porteur de projet, le risque de se faire financer en crowdfunding, il est sur quoi ? Il est sur le coût, du coût de l'argent. Il est sur le coût parce que, alors, les gens ont oublié parfois des règles basiques. Là aussi, si on revient... De toute façon, j'avais un de mes mentors, quand j'ai démarré, il m'a dit, quand tu comprends bien un truc, c'est que ça va marcher. Quand tu comprends pas bien, c'est que ça craint. Il va se passer un truc. Bon, ce qu'on comprend bien, c'est que mon appart à Saint-Tropez, 1 million d'euros, je lève mes fonds. Sauf que pour les lever, peut-être que j'ai un petit peu surrétribué. Donc, je vais aller rétribuer à du 11 ou du 12. Donc, c'est quand même ce que ça coûte. Alors, je ne parle même pas des fils de montage, etc. Oui, parce qu'après, tu as souvent 5 points de one-shot. Mais admettons ça, peut-être c'est intégré au business model initial. On peut se dire... Parce que c'est one-shot. Voilà, c'est one-shot, c'est moins grave, entre guillemets. Maintenant, les travaux, ils prennent plus de temps et puis la sortie prend plus de temps. Il ne faut quand même pas oublier que 1 million d'euros, si effectivement mon cashback, il est dans 3 mois... et finalement, si c'était 12, j'ai 3 points. J'ai perdu 30 000 entre guillemets de financier. Oui, frais financiers. Ça ne fait pas très mal sur mon modèle. Si tu as prévu de vendre en 3 mois, c'est ce que tu as mis dans ton BP. Exactement. J'avais peut-être 150 000 ou 200 000 de marge nette après avoir payé tout, y compris mes frais financiers. Il n'y a pas de sujet. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est dans 1 an, déjà, j'ai payé 120 000. Donc si ma marge est à 240, je vais caricaturer. Il y a déjà la moitié de ma marge qui vient d'y passer. Et puis si c'est dans 24 mois, j'ai déjà plus de marge du tout. Et là, ça va très vite. Et quand on était sur du bancaire, quand on est encore sur du bancaire, et on est sur de l'Euribor, on va dire plus 2 ou 2,5 ou 3. Bon, 3. Allez, actuellement, on va dire, code mal taillé, on est à 6. Bon, c'est déjà 2 fois moins cher. Donc ça veut dire que le temps qui passe coûte quand même 2 fois moins. Mais ça coûte quand même, il ne faut pas l'oublier, marchand de biens, ça coûte quand même. Donc il ne faut pas perdre de vue ça. Mais quand ça coûte 2 fois plus cher, il faut vraiment être certain de sa sortie.
Or, les projets les plus sexy étaient souvent des projets qui étaient peu ou pas pré-commercialisés, donc Oui. forcément des projets qui présentaient un risque de durée de détention plus élevé. Totalement. Voilà. Et quand tu dis le marchand de biens coûte, effectivement, l'argent pour un marchand de biens, c'est son outil de travail, Et oui. clairement. À la fois pour faire l'effet de levier sur ses fonds propres, à la fois pour aller acheter sur la partie qui va lever à une banque ou autre. Et effectivement, il faut le considérer comme si tu étais une industrie, tu étais une usine, tu achetais une machine, cette machine elle est en leasing, que tu l'utilises ou que tu l'utilises pas, qu'elle produise ou qu'elle produise pas, elle te coûte toute l'année et tu as fait un leasing là-dessus toute l'année. Là, c'est pareil, l'argent finalement tu le loues, c'est ton outil de travail et plus tu le loues longtemps, plus ça te coûte cher. C'est exactement ça. Et les gens perdent de vue le fait que le métier de marchand de biens, c'est un métier de gestionnaire de projet, d'entrepreneur, Totalement. limite d'industriel, quoi. Et pas d'artisan. Et pas d'artisan. Parce que c'est pas un truc où on va pouvoir se dire c'est pas grave, là, les travaux s'ils sont pas faits ce mois-ci, ils seront faits dans 3 mois. Ouais, ou je vais les faire moi ce week-end. Ou je vais les faire moi ce week-end. Non, mais parce qu'il y en a ça. beaucoup comme ça. Encore moins. Il y en a beaucoup comme ça qui partent de là en fait. Aussi. Ouais. C'est-à-dire, j'achète un truc, je vais le rénover, puis je vais le revendre. Évidemment, tu peux le faire comme ça. Oui, occasionnellement pour essayer. Parce que t'aimes ça, mais c'est pas un métier. Non, et surtout tu pourras pas. Justement, alors il y a en plus quand je vois passer là tous ces trucs sur les réseaux sociaux, là devient millionnaire, etc. Moi, ça me rend un peu fou parce que tu peux gagner de l'argent et bien sûr qu'on en a gagné. Déjà. Tu dis ça parce que tu l'es déjà. Oui, ben, j'espère bien, mais heureusement. Mais sinon voilà. Mais t'intéresserait. le truc, c'est que figure-toi que tu l'es avec plein de nuits blanches. Ouais. Tu l'es parce que tu as structuré tes trucs. Tu as pris des gamelles. Moi, j'en ai pris aussi des gamelles. Faut pas rêver. Hein. Tout le monde a pris des gamelles. Donc, et quand tu prends une gamelle, il vaut mieux pas que ce soit ta première OP ou ta deuxième parce que il faut que tu aies un petit peu les reins pour encaisser ta première gamelle. Carrément. En général, d'ailleurs, elle te remet bien au centre du machin. Là, tu te dis, attends, je vais peut-être reprendre 2-3 basiques, je vais peut-être reprendre une formation, je vais peut-être reprendre, voilà, peut-être des trucs. Attention aux formations quand même. Hein. Oui, mais en attendant, oui, celle qui t'explique justement qu'il faut devenir millionnaire en un mois. Ah, merde, ça recommence. Mais non, donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut piloter comme un chef d'entreprise. Hein. C'est de l'entrepreneuriat. C'est difficile à comparer avec l'investissement locatif. Les réflexes qu'on acquiert lorsqu'on est très bon en investissement locatif ne sont pas ceux du marchand de biens. Et même les recherches, très souvent, je vois les gens qui ont eu des passés dans le bâtiment, l'investissement locatif, l'agent immobilier, construire les opérations probablement les moins rentables. Et des gens qui viennent de l'informatique, des gens qui viennent du pilotage de projets, des gens qui viennent de tout autre secteur d'activité, construire au contraire des opérations qui, elles, sont très rentables. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre parce qu'il y en a qui connaissent rien à l'immobilier et d'autres oui. Mais très souvent, la raison, enfin, c'est une conclusion de comptoir, hein, c'est une analyse, je ne ferai pas une thèse dessus, mais c'est parce que quand on a été trop formaté sur un schéma de recherche et un schéma de gestion de quelque chose, si je prends l'exemple du locatif, tu vas vite comprendre. Je prends l'exemple du locatif, le fameux immeuble de rapport. Donc c'est super un immeuble de rapport. Et puis c'est vrai qu'il reste encore des opportunités et tu peux avoir, alors cash flow positif, moi j'aime pas trop, mais enfin parce qu'en général tu vas les. Ça va avec le risque derrière. Ça va avec le risque mais tu peux neutraliser quand même une forme de cash flow et ça se fait sur la longueur. Ça se fait sur la longueur. Si les taux d'intérêt demain baissent, tu peux même aller renégocier avec ta banque. Enfin, tu vas avoir quelque chose qui va être un peu besogneux, un peu chiant parce qu'on va pas se mentir, gérer un immeuble de rapport, bonjour les dégâts. Enfin voilà, mais c'est quelque chose sur lequel, même si en cas de coup dur, tu vas pouvoir aller intervenir dans la lenteur. Marchand de biens, c'est pas comme ça. Et ce même immeuble de rapport, il faut qu'il dégage suffisamment de marge pour que le suivant, c'est-à-dire celui qui va venir chercher la rentabilité, l'acheteur final, lui-même soit dans une zone de confort. Donc tu peux pas le payer le même prix qu'un investisseur lambda. Totalement. Et quand je vois des marchands de biens débutants faire les mêmes recherches que des investisseurs immeubles de rapport, qu'est-ce que ça appelle chez moi ? Un no-go, tu te trompes, parce qu'en fait, tu es en train d'essayer de te battre sur des prix, sur des produits, où un autre en face de toi sera forcément moins regardant, puisqu'il n'a pas les mêmes contraintes. Totalement. Et donc, tu commets une erreur. Et donc, nous, là, on retravaille beaucoup. D'ailleurs, c'est le thème du prochain colloque de FMDB. Ça sera sur le sourcing parce qu'il va falloir retravailler pour redéprogrammer un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, cherchent comme si. Mais comme si je voulais faire des travaux, comme si je cherchais la rentabilité locative. Non, un marchand de biens, il doit chercher comme un marchand de biens. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a
souvent une transition investissement locatif marchand de biens. Ouais. Et si tu t'enlèves pas effectivement ça du cerveau, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et de la même manière que les gens qui font de l'investissement locatif en ne regardant que le rendement et qui regardent pas les portes de sortie et qui vont se dire mon rendement il est génial, sauf qu'à la sortie tu vas avoir un mec qui va vouloir acheter avec le même rendement que toi au départ, donc ça veut dire que ta plus-value elle sera zéro. Catastrophique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dans les trucs que tu avais noté tout à l'heure, là, il y avait la maison un peu éloignée. Oui, là, maison isolée, à Castres. Ouais, la maison à Pas loin de Castres. chez Allez, toi. désolé, La maison à Castres. Bon. désolé les castrés, on vous a pris Antoine ouais, Dupont ouais. et on va vous prendre un J'adore exemple. Castres, il n'y a pas de problème. C'est le terme de rugby. Mais bon. le problème, c'est que tu achètes une maison, ou pire encore, à Barbotan-les-Termes. J'ai fait ça. C'est où ça, Si tu veux, je te raconterai. Ah ouais. Dans le Gers, c'est la Ok. plus grande ville, c'est Condom. Ok. Ah Bon, ouais, Condom, ouais. donc, tu te dis, ok, ça va être sympa, il y a peut-être même un terrain détachable. Bon, terrain détachable, sur le papier, et là ça aussi c'est la grande mode, ça a l'air génial. Tu dis, tiens, si je fais un foncier, je crée de la valeur forcément en tant que marchand de biens, puisque je crée du terrain à construire qui vaut forcément de l'or, puisque tout le monde adore construire des maisons. Ouais. Bon. Un détail près. Premier détail, c'est que ta maison à Castres, déjà, tu vas devoir y faire des travaux. Si c'est pas toi qui les fais, en tant que marchand, déjà, premier conseil d'un vieux marchand, ne fais pas toi les travaux. Ah Parce non. que alors, si tu rentres là-dedans, tu fais les travaux, tu es déjà mort 3 fois. Donc là, on n'en parle même pas parce que tu es déjà rincé. Mais si tu fais pas les travaux, tu revends en état et lui, il va chez Castorama en famille le week-end, etc. Il fait ses travaux, lui, il est content. Sauf qu'il faut bien penser que même en allant chez Castorama en y tapant tous les week-ends, son prix de sortie quand il va vouloir revendre sa maison, ça sera grosso modo ce que lui aura coûté les travaux. Parce que bon emballant, hein, à un moment donné, voilà. Sauf si vraiment il fait tout lui-même, auquel cas c'est sa femme qui sera partie avec le voisin. Et puis ce fameux terrain détachable qui est très à la mode aussi en ce moment. Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut se rappeler d'un truc. C'est qu'un terrain détachable, si là on est dans le downtown de Montréal, demain on trouve une parcelle, là, en sortant tout à l'heure, on va aller boire une bière, on se trouve une parcelle, on saute dessus, on l'achète, celle-là on met même pas de condition suspensive. Et tu montes 60 étages. c'est clair, il n'y a vraiment aucun problème. On prend tout de suite. Bon, à Castres, désolé à nouveau, c'est moins sûr. C'est moins sûr notamment pour une raison simple, c'est que le prix de la construction d'une maison, les gens l'oublient. Mais celui-là est incompressible. Alors oui, ça va coûter plus cher de faire construire en banlieue parisienne qu'à Castres. Un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. C'est clair. Et donc le prix de la construction en fait de la maison physiquement sur le terrain coûte combien ? Mais ça coûte le prix de la revente. Donc les gens qui achètent des maisons là-bas et qui veulent des maisons neuves se retrouvent très souvent avec des moins-values. Bah oui. Alors c'était pas très grave à l'époque où le marché montait, c'était pas très grave à l'époque où les taux d'intérêt étaient relativement bas, où on achetait l'argent pour zéro. C'était pas très grave à l'époque où les CCMI, les constructeurs de maisons individuelles, eux-mêmes avaient des marges confortables et vivaient bien. Ils pouvaient se permettre de temps en temps de faire des réductions un peu fortes parce que justement le client final n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, dans le marché actuel, est-ce bien raisonnable ? Ben, la réponse est non. Donc ça veut dire que ce terrain, s'il faut, ce sera juste de la pelouse à tondre pendant très 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 longtemps, même s'il a été détaché. Ouais, clairement. Il ne faut pas l'oublier. Ça. Et merci pour du coup cette vue réaliste, tu vois, du c'est marché. Basique. Non mais du marché. Mais non mais c'est basique et en France on a quand même la chance d'avoir des marchés qui sont très diversifiés, qui peuvent répondre à toute une sorte de demande. Tu prends une ville, tu fais un rayon d'1 heure autour, tu as absolument tous les marchés possibles et inimaginables. Voilà. Clairement. Et souvent les gens d'ailleurs se disent ouais mais à quel endroit je peux faire une bonne affaire ? À quel endroit il faut que j'investisse ? À quel endroit il faut que j'achète pour pouvoir faire de la plus-value, etc. Mais en fait, partout, tu as des opportunités et partout, tu as des trucs nuls. Exactement. C'est partout en France. Et du coup, moi, je me retrouve associé d'opérations partout en France, même dans les endroits que je ne connais pas. Ouais. Mais je regarde les chiffres, parce que je ne regarde que les chiffres. Bah oui, tout à fait. L'émotionnel. Clairement, tu as tout beau, à fait raison. Et en parlant de chiffres, il y a un truc qui m'interpelle aussi. J'ai fait des épisodes avec des gens aussi, on en a parlé évidemment. Il y a des gens qui le font très sérieusement et d'autres moins. Il y a des gens qui le font vraiment et d'autres, ils sont allés une fois, ils en parlent, ils vendent des formations, comme tu dis, les enchères. Ah. Les enchères. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire aux enchères ? Alors écoute, c'est simple. Hein. Moi, j'ai eu 12 salariés temps plein à une époque, juste pour aller faire les sourcings et autres. Ok. Avec les charges sociales et tout, des contrats. Ouais. C'est costaud, ça fait. Et une partie d'entre eux était affectée sur des recherches dans des endroits où il y avait des enchères. On en a fait, je ne saurais pas te dire, peut-être 300 à peu près. Ouais. On a dû sortir 2 affaires à peu près potables. Ah ouais. Voilà. Incroyable le temps perdu. Ouais. Alors, et puis à chaque fois, tu payes 200 balles ton avocat pour lui dire d'aller lever la main, etc. etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'affaires. Je dis juste, le problème, c'est que c'est tellement lié au marché local
Quand vous faites chercher à industrialiser des enchères en se disant je ne connais rien, je ne suis pas encore marchand, je n'ai pas mes réseaux, là aussi, c'est un peu comme tout à l'heure avec les investisseurs locatifs qui vont venir chasser à des prix plus hauts. On va se retrouver en face de gens dans les enchères qui viennent chasser parce qu'eux-mêmes nourrissent le fantasme. Alors, soit d'acquérir pour eux, ça c'est les pires, ou parce qu'ils ont suivi une formation pour devenir millionnaires, qui sont persuadés qu'ils vont devenir millionnaires en achetant aux enchères et en étant marchand ou pseudo-marchand. Bon, alors, d'abord, il y a des frais quand on achète aux enchères. Les clauses suspensives, tu suis mon raisonnement. Bonjour, la sécurité du truc. Et puis, il y a ce besoin, selon Murray, si on fait un peu de théorie, de jeu qu'a l'être humain. Et t'es emporté dans ce truc-là. Et alors, heureusement, moi, la chance que j'avais, comme j'y étais pas physiquement, c'est que je fixais des grilles de prix. C'est pour ça qu'on remportait jamais les affaires aussi. Mais l'avocat, il n'avait pas le droit de bouger une oreille tant que j'avais pas dit oui. Sauf que quand tu es sur place, tu es en train de jouer, etc. Et de très nombreuses fois, on a vu partir des biens aux enchères, même je dirais à des prix supérieurs à un marché traditionnel. Et plus les frais donc derrière qui sont c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et donc là, quand on voit ça, on se dit, bon, est-ce que véritablement le jeu en vaut la chandelle? Moi, personnellement, aujourd'hui, je fais plus d'enchères. Voilà. Ok. C'est quoi ton sourcing principal? Alors, sourcier principal aujourd'hui, ce sont les agents immobiliers qui nous connaissent et qui me connaissent, et qui commencent à être nombreux. Là, on a plus des problèmes de filtre. Alors, on est en train de fabriquer un filtre d'analyste dans une autre entité, encore une filiale de plus, groupe FMDB. Quand on n'avait pas assez d'emmerde, on en a recréé encore une. Mais bon, c'est pas grave, qui va venir analyser tout ce qui nous est envoyé, parce qu'effectivement, 9 affaires sur 10, elle n'est pas du tout exploitable. C'est ça souvent que c'est que les agents, c'est oui, plein de bonne volonté, mais... Et donc, voilà. Et le tri, c'est ultra chronophage. Ah ouais. Donc déjà, moi j'ai une règle, c'est jamais de déplacement sauf intérêt personnel, plaisir ou grouper autre chose. J'y vais pas, et c'est ça la force aussi du groupe, c'est d'avoir des gens qui sont forcément en moins de 20 minutes, à peu près partout en France, qui vont pouvoir eux prendre le relais et aller vérifier si ça a passé le premier filtre. Hein. Donc déjà il y a le premier filtre qui est assez radical, et ensuite il y a un deuxième filtre visite, ce qui explique pourquoi parfois ça étonne un peu les gens, mais effectivement je suis embarqué dans des affaires où je suis associé et où je n'ai jamais vu l'immeuble. Ça existe. Ouais. Ok. Combien t'as fait doper depuis que t'as démarré? Eh ben, je sais pas, je les ai pas comptés. Quand j'en parlais, je disais plus de 400, donc ça c'est clair. Maintenant, je ne saurais pas trop te dire depuis. Notamment parce que je me retrouve très souvent associé minoritaire. Donc, non, mais plutôt là où toi, tu es à l'initiative du truc et tout. Alors, à l'initiative, alors 450, 500 à peu près. Ouais, ça fait du volume. Ça fait du volume, et j'ai eu salarié, ça j'avais abandonné vraiment, équipe, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai eu salarié en rénovation. Pareil, équipe de rénovation qui m'ont fait des coupes pendables, des trucs. C'est touchy, ça, un peu non, d'internaliser la rénovation quand t'es marchand. Je déconseille. Mais j'ai essayé. Tu sais, toi aussi, tu es entrepreneur, tu vois bien, tu essaies tout le temps plein de trucs. Tu sens des fois en plus que l'idée, elle n'est pas. Et là, c'est là qu'il faut se rappeler. Mais tu le fais pour te convaincre que tu avais raison. C'est ça, il fallait absolument. Puis au bout d'un moment, tu dis non, mais en fait, c'est n'importe quoi mon truc. Ça ne marche pas. Mais bon, voilà. Je pense que internaliser les gens pour faire la rénovation, c'était une de mes boulettes. Bon. J'en ai fait plein d'autres. Bon, voilà. Mais quand on veut, c'est vrai, quand on veut faire beaucoup d'opérations, c'est là aussi où on commence à faire beaucoup de boulettes, et parfois où on bouffe des marges. Même quand tu refais des comptabilités analytiques, quand tu remets tout dans la matrice, tu te dis bon, en fait, cette année, on n'a même pas gagné d'argent, quoi. Et c'est quoi une bonne marge moyenne justement pour un projet de marchand sur un projet lambda, hein, c'est-à-dire pas un projet à plusieurs millions, mais on va dire un projet en dessous du million? 20%. Alors 20 vrais pourcents. 20% en ayant en compte des frais de commercialisation, même si tu as vendu toi-même. Comme si tu avais utilisé un agent. Parce que pour moi personnellement, je préfère utiliser des agents, mais je sais qu'il y a des marchands qui aiment bien revendre eux-mêmes. Bon, pas de problème, je ne juge pas, mais il faut que dans le business model, ça soit incorporé, parce que mon idée toujours, c'est de dire, si toi, marchand, tu meurs, est-ce que moi, qui par exemple pourrais t'avoir financé dans le cadre d'un club deal, je peux reprendre l'affaire sans toi? Voilà. Donc dit autrement, un marchand qui fait trop de choses à l'intérieur de son modèle, déjà il devient un peu dangereux pour lui et pour les autres. Et un marchand qui va aller ne pas donner un prix à son temps, bien en fait il crée une fausse marge. Tout à fait. Et là ça devient dangereux. Donc quand je parle de 20%, je parle incorporé. Donc je dis les frais de commercialisation, des frais de maîtrise d'œuvre lorsque c'est nécessaire, parce qu'il y a des travaux qui le méritent. Des frais même là encore une fois, si c'est le marchand lui-même qui fait sa propre maîtrise d'œuvre.
C'est important de donner un prix à ça et qu'il soit un prix de marché. Et puis, des frais financiers simulés. Alors, sur combien de temps? Là, c'est délicat parce que ça dépend de l'opération. La dernière, qui au moment où on parle à Paris, dans le 18e, et sur laquelle on vient de faire un club deal à FMDB, on a fait, c'est une opération, d'ici que le podcast sorte, ça sera bouclé, donc on peut en parler d'ores et déjà. Ouais. C'est une opération qu'on a envisagée sur toutes les simulations à 12 mois. Alors qu'on sait qu'elle sortira, à mon avis, à 4 ou 6. Ok. Voilà. Mais pourquoi 12 ? Parce qu'on change le dossier en se disant, s'il est scotché 12 mois, est-ce que ça tient encore dans le modèle ? Ouais, très bien. Notamment pour le coup, parce que c'est un club deal, et qu'un club deal, c'est quand même 10%. Quoi. Donc ta reco, c'est quoi ? C'est doubler le délai d'estimation de revente ? Ouais, c'est ça. Sauf à ce qu'il y ait une précommercialisation très avérée. Oui, qu'il soit bien verrouillé et déjà. très, très verrouillé. Ouais. Donc là, on peut encore se payer le luxe de dire non, mais là, je suis très clair avec mon timing. Mais tant que la précommercialisation n'est pas verrouillée, pour moi, aujourd'hui, dire est-ce que quand je challenge mon dossier à 12 mois, quand je pensais 6, ou à 18, quand je pensais 12, on va le dire comme ça, est-ce que mon modèle éco, il est toujours autour de 20 points, oui ou non ? Ok. Alors, c'est pas grave qu'il soit à 16 ou 18, mais est-ce qu'il s'effondre pas ? Voilà, c'est ça qui est important. Est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui a 400 000 euros de cash, qui veut faire une OP à 400 000 euros de coût de revient, de la faire ou d'en faire plusieurs avec du levier bancaire ? Si c'est sa première OP, par exemple. Si c'est sa première OP, je pense qu'il faut qu'il fasse avec des leviers bancaires tout de suite, pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que, en fait, le temps qu'on n'arrive pas à estimer, on était en train d'en parler, ça existe aussi quand il fait en full cash. Donc toi, tu te dis, mais 400 000, je fais tapis, c'est pas grave, j'en referai une, sitôt que j'aurai récupéré mes fonds, c'est donc dans 6 mois. Bon. Ouais. Et puis, manque de bol, tu n'arrives pas à les récupérer. Donc, tu dois faire un refinancement. Bon. Alors, c'est possible, on le fait aussi dans le cadre de Club Deal, etc. Mais c'est très coûteux. Et donc là, c'est parti pour plein de complexité parce qu'on va tout examiner, savoir si... Enfin bon, bref. Franchement, se mettre dans un truc de complexité comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on est riche, on fait plus de conneries. C'est vrai, non, mais c'est vrai. J'ai jamais fait d'aussi mauvaise opération que quand ma société avait 1 million de capitaux propres. Ouais. Parce que quand tu as plein de capitaux propres, tu regardes tes trucs, tu regardes le prix des comptes à terme, tu dis voilà, c'est nul, ça m'a rapporté 1,5. Tu as l'OP d'après qui arrive, tu dis bon, là, si j'y mets 4 ou 500 000 balles, ça va quand même pas me faire beaucoup tousser, quoi. Et donc, tu es vachement tenté, tu vois, et tu vas le faire. Sauf que finalement, tu n'as pas été très vigilant parce que tu t'étais dit c'est mon argent, tu vas être plus cool avec la pré-commercialisation. Tu as un recours des tiers, par exemple, tu détaches un terrain, tu as un recours des tiers, tu vas te dire de toute façon, c'est rien, ce recours des tiers, je vais gagner parce que forcément, là, il n'est pas fondé. Alors que peut-être qu'il n'est pas fondé, mais peut-être qu'il va falloir fighter pendant 6 mois, pendant un an, etc. Bon, et donc, du coup, t'étais un peu, ta garde vient de baisser un peu. Alors que là, lorsque tu vas chercher un financement, et qu'il y a un prix à ce que tu es en train de faire, énergétique presque, hein. Donc au-delà de l'argent, il y a le fait de monter le dossier, le fait de voir, nous FMDB on a un comité, donc dans le comité tu vas aller discuter avec Marion qui est l'analyste en chef, elle va te tordre dans tous les sens, te poser des questions que tu voulais pas entendre, sur le moment tu vas raccrocher peut-être même, excuse-moi Marion d'ailleurs si tu entends ce podcast, tu vas peut-être ronchonner et dire mais c'est quoi cette nana, qu'est-ce que voilà, mais si tu prends un tout petit peu de recul, en fait, elle t'a posé des questions auxquelles il va falloir répondre. Ben oui. Et si tu vas pas chercher de financement, quelque part, tu es un peu trop cool, tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. T'as moins la pression. Et puis, tes 400 000 ou tes 500 000, ils sont partis. Et le coup d'après, encore une fois. Donc pour ces deux raisons principales, je dirais, tout le temps, et essayer d'aller chercher un financement, ça me paraît être une démarche intellectuelle saine. Et puis, si, ma foi... une fois tu as vraiment trop d'argent et que tu veux le placer dans un club deal, de toute façon le club deal te ramène 10%, s'il est sécurisé, l'argent t'aurait coté 10 balles au centre. Ouais, c'est clair. C'est un effet d'optique, le reste c'est psycho. Okay. Très clair comme réponse. Justement, le club deal, tu peux nous dire... le club deal, à mon avis, c'est l'avenir. Ouais, on va rentrer dans un peu maintenant fédération marchand de biens. Tu puisses nous parler de ça et justement des club deals aussi associés. Alors c'est venu tardivement le club deal, et ça aurait dû venir plus tôt, mais la Fédé, quand j'ai revendu Iria, donc qui était cette fameuse boîte principale qui faisait des achats-reventes plutôt pour de l'invest locatif, etc. J'avais vu un peu le vent tourner, puis surtout j'avais envie de vivre
plutôt cool. Donc pendant une grosse année, on va dire que bon, je risquais pas le burn-out. Ouais, ouais. Beaucoup voyagé. Bon, c'était plutôt cool. Mais je pense qu'il faut aussi des fois savoir, Dans une vie, oui, c'est dire, pas attends, évident à prendre ce moment, je trouve, quand tu es entrepreneur, tu vois, de Ouais. vraiment te dire, ok, je prends ce moment, parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Ah bah ouais. Et puis, voilà. et puis tu as des réflexes bizarres hein, en tant qu'entrepreneur, ça doit te le faire aussi. Si tu as presque honte de ne pas avoir beaucoup travaillé dans la journée. Quoi. Exactement. Tu te dis bien comment ça se fait. Ouais. C'est très compliqué, je trouve aussi. Donc moi, je cumulais quand même une vice-présidence à l'université Savoie-Mont-Blanc, les quelques cours que je donnais encore, la gestion de la boîte, qu'on le veuille pas, qui bouffait des temps et de la bande passante. Et donc non, là j'avais dit, ok, là, je me mets à la cool. Donc je me suis mis à la cool quelques mois. Sauf que les vieux démons m'ont vite rattrapé. Je me suis dit, tiens, je referais bien des opérations, mais tout seul. Voilà. Tout seul, mais tout seul en s'associant avec d'autres. C'était un peu l'idée de départ. Puis là, je suis allé voir un peu les fédés qui existaient, etc. Mais en fait, les marchands, il n'y avait pas de choses très structurées autour du marchand. C'était mélangé avec agents immobiliers, parfois avec promoteurs. Et pour moi, c'est pas du tout les mêmes, sont pas du tout les mêmes métiers. Donc on était 22 copains finalement un peu marchands et on avait signé notre premier AG en se disant allez, on monte un truc voilà. Et on va essayer de se partager les OP. Là-dessus la crise du Covid est arrivée, donc on s'est retrouvé à faire des visios, et puis du coup à inviter d'autres, et puis on n'avait toujours pas vraiment de réseaux sociaux, mais par le bouche à oreille, après on a été 50, après 70, donc c'était sympa, on faisait les visios, quand on pouvait faire des bêtises, on allait acheter un truc pour faire par exemple un détachement parcellaire sur lequel faire une résidence secondaire dans les Adrets de l'Estérel, issu d'un détachement, donc sur une toute petite parcelle, mais avec une belle vue, avec une baraque qui coûte une blinde, qui est une aberration économique, un truc que n'importe quel investisseur, je dirais, mais ne fait jamais ça. Mais comme tu as un peu plus de pognon, finalement, tu fais un peu n'importe quoi, y compris pour toi à titre personnel. Mais c'était plutôt ambiance sympathique au demeurant. Mais à un moment donné, la vérité du marché était là. Il y avait une remontée des prix. C'était devenu dur pour acheter. Alors, le paradoxe du marchand, c'est que ça a été absolument génial pour les gens qui ont acheté là, vraiment 2020, là, juste à la sortie du Covid, parce que eux, d'ailleurs, ça leur a créé un effet d'optique épouvantable parce que maintenant, ils se rendent compte du réel. Exactement. Et là, c'est comme un lendemain de cuite. Hein. Tu dis, oulala, mais en fait, c'est comme ça. Et oui, c'est un métier, monsieur. Et pour les marchés, pour les marchands et pour les investisseurs locatifs, pareil. Tout le monde a été pris dans cette espèce d'euphorie. Nous, on s'est dit, oulala, de toute façon, tout ce qui monte là, ça va finir par descendre. Et puis, si jamais les taux d'intérêt remontent. Et on s'est dit, il faut qu'on se structure. Il faut qu'on se structure. Les banques avaient commencé à fermer les vannes vraiment, y compris de marchands historiques, hein, en se disant, de toute façon, l'orage commence à se rapprocher. Et puis, il y a eu, je ne sais pas si tu t'en souviens, la faillite du groupe Geoxia, hein, qui possédait Maison Familiale, Phoenix, etc., qui, pour moi, a marqué véritablement le retournement. Alors, il n'y avait pas eu encore de retournement de marché dans les chiffres, mais un groupe historique comme ça, on en pense ce qu'on en veut, il ne meurt pas aussi facilement que ça. Et s'il est mort et que personne ne l'a repris, ce n'est pas par hasard. C'est que c'est très grave ce qui va arriver. Et donc là, moi, j'avais donné un mot d'ordre de dire qu'il faut réduire les voilures de partout, il faut pré-commercialiser tout ce qu'on va mettre, etc., etc. Et donc là-dedans, moi j'étais un peu en face des youtubeurs et des instagrammeurs qui eux disaient deviens millionnaire. Donc je passais pour le vilain petit canard. Le rabat-joie. Le rabat-joie. Mais n'empêche que nous, on n'a pas de casserole. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ça va. Et ça a continué à être fait relativement sérieusement. Et les premiers déçus, on va dire, sont devenus membres de l'FMDB. C'est-à-dire que les gens qui ont vu qu'en fait, ça ne passait pas par des méthodologies exotiques, se sont dit, attends, comment est-ce qu'on retrouve un groupe qui, lui, fait un peu de sérieux là-dedans voilà. Et on a une réunion tous les trimestres, et puis une réunion par mois en visio, et ensuite la réunion... donc trimestrielle, c'est physique. Voilà. C'est à Paris. Là, c'est physique. Et au début, on était dans les petites salles à 50, puis à 100, puis à 200, puis à 300. Là, maintenant, on est en train de viser des salles à 500. À Paris, toujours ? Alors non, on fait Paris une fois par an en général. Et puis le prochain est à Bordeaux le 10 octobre. Ensuite, c'est le 27 février, c'est à Nice. On fait un concours de projet, c'est très rigolo. Et entre-temps, une visio tous les mois sur une thématique avec un expert métier qui vient parler d'un métier, etc. Il y a combien de membres aujourd'hui ? Alors
là, j'espère qu'on va atteindre les 500 assez rapidement. Là, on commence à s'en rapprocher. Ok. Et moi, j'avais fixé la barre à 1000. Ok. Et puis, tout le monde m'a dit, mais pourquoi 1000 ? Bon, d'abord parce que 1000, tu as un petit peu plus de pouvoir. Et puis, parce qu'à 1000, on va avoir vraiment maillé complètement le territoire. Là, on l'a bien maillé quand même. Hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où il n'y a pas un membre qui traîne dans le coin. Mais l'idée, c'était de dire, on va avoir plus de facilité à accéder notamment au financement, toutes les formes, crowdfunding, club deal. Ça, maintenant, on monte les nôtres, donc on a même des club deals internes. Et puis évidemment, les banques. Parce que une affaire à 500 000 euros, franchement, ça n'intéresse pas beaucoup un banquier. Mais quand il y a 10 membres ou 20 membres sur sa zone et qu'il y avait une affaire à 500 000, tout de suite, le café est servi plus rapidement. Donc, voilà, donc ça c'était quelque chose que j'avais en tête. J'avais aussi en tête qu'on pouvait faire de l'assurance. Donc on a créé une filiale qui s'appelle FMDB Financement. On s'est creusé sur les noms. Hein. L'autre elle s'appelle FMDB Assurance. C'est puissant aussi. Incroyable. Marketing. Il y a des marketeurs chez vous. C'est dit, on fait de l'assurance. Mais tu sais que c'est assurance. Tu sais que c'est ce qui marche le mieux. Mais oui, parce qu'on a fait plein de brainstorming, etc. Oui. À la fin, tu dis mais personne comprend. C'est ça. Assurance, c'est ça. Voilà, assurance. C'est ça. Et donc là-dessus, on est assez rapidement en voie de devenir un courtier imposant en fait sur la place du marchand. Hein, j'entends les très gros courtiers qui font des GFA pour des très gros promoteurs, ils nous regardent comme si on était personne. Mais sur les petits marchands indépendants, en attendant, nous on arrive. Donc là, vous faites quoi ? Responsabilité civile professionnelle, les décennales. Les dommages ouvrages. Dommages ouvrages. Et puis quelques GFA malgré tout, donc, notamment dans le cadre des VIR. Qui sont VIR, c'est vente d'immeubles à rénover. C'est l'équivalent d'un VFA mais version marchand bien. Là aussi, alors il y a eu une grande mode. Alors tout le monde y allait on va tout refaire en VIR parce que comme l'argent coûte cher, t'inquiète paupiette, on va faire un VIR. Enfin bon, ils ont des problèmes avec les maths quand même les gens. Hein. Quand tu vois ce que coûte monter une VIR. Et puis les notaires sont pas très à l'aise avec ça en général. Les notaires sont pas à l'aise et en plus voilà. Donc je dis pas, c'est pareil. C'est comme la vente à terme. Il y a plein de trucs qui marchent très bien en VIR. De manière anecdotique, il y a toujours des choses géniales. C'est ça. Mais c'est pas un truc, on va pas révolutionner le marché des marchands de biens parce que le mec a fait 2 opérations en bière. Quoi. Voilà. Mais n'empêche qu'il te faut une GFA, donc une garantie financière d'achèvement, donc auquel cas c'est très difficile à obtenir, sauf à passer par des gens qui vont faire du volume avec l'assureur, parce que l'assureur ne va pas traiter un petit gars qui va faire une demande de GFA pour 1 million d'euros. C'est vraiment trop petit pour lui. Donc là, c'est aussi finalement le poids de la masse. Et puis à côté de ça, on a créé notre propre centre de formation avec une logique, alors au début simplement de distiller de la formation. Et puis là maintenant, une logique de mentoring qui est plus que de la formation, c'est-à-dire qu'il y a un senior, quelqu'un qui a X opérations minimum, qui a un sachant, enfin bon, toute une batterie de critères, et qui va aller accompagner des moins sachants, ça peut être des gens qui ont déjà fait quelques OP, sur le territoire. Et cette fois-ci, on a maillé le territoire alors par département. Alors, ce n'est pas vraiment les départements, parce que tu as des départements qui sont regroupés en 2, d'autres où tu as le département coupé en 2, parce que ça dépend des populations, évidemment, et de l'économie. Et là, ils sont maintenant, on parle, je crois qu'ils sont 23 référents, donc 23 zones couvertes. Et là, pareil, mon ambition, c'est de monter à la petite centaine qui ira bien pour vraiment que tout le territoire français soit couvert, avec un deal où finalement, alors c'est un deal informel quand même, parce qu'on ne l'écrit pas comme ça dans le contrat. C'est le fait de dire, les gens que je mentore vont me proposer les opérations et me proposer d'être au capital, en equity de l'opération. D'accord, voilà. Plus une petite structure, FMD Capital, qui elle peut monter aussi en equity, apporter les capitaux propres manquants lorsque les capitaux propres manquent. Vous êtes combien pour piloter tout ça là ? Ça fait pas mal de choses. Là, du coup, rien que sur le financement, on est déjà 4 qui sont dédiés à ça. Parce que, voilà. Moi, je fais le moins possible, comme d'habitude. Hein. Tu pilotes. Je piloter les gens qui pilotent. Enfin, des fois, je me pose la question quand même, parce qu'en fait, je trouve que je ne peux pas être encore assez bon là-dessus. Mais voilà. Et je mets les mains dans le cambouis quand les dossiers. Bon, par contre, je fais partie de tous les comités de validation. Hein. Je mets le coup de tampon final, mais très souvent, quand ça vient à moi, c'est déjà passé par 3 voire 4 avis et filtres différents. Et puis le petit dernier qui est un outil de sourcing qui est là, est en fait un réseau de mandataires d'un style un peu nouveau, puisqu'à l'intérieur, ça va être des analystes plutôt dédiés à des gens qui ont des compétences, en tout cas qui ont envie d'en avoir en marchand de biens, mais qui pour des raisons personnelles ne souhaitent pas être pilotes de l'opération marchand de biens. C'est plutôt des monteurs d'opérations.
Et donc là, ça c'est quelque chose qu'on va annoncer le 10 octobre. Donc si tu publies avant, mais ça sera annoncé avant, mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle. Ouais. Voilà, donc là, on est là-dessus sur l'ouverture. On a recruté d'ailleurs notre DG là-dessus, qui est à Biarritz. À chaque fois, on a des endroits improbables. Ouais. Donc, on a celui qui s'occupe donc Philippine qui s'occupe des assurances est à Toulouse. Ok. Celui qui s'occupe Meilleur du choix. financement est à Bordeaux. Moi, Mauvais j'habite à choix. Annecy. Le responsable du sourcing et donc de cette entité est à Biarritz. Bon, bref. D'accord. Voilà. Donc, mais bien sûr, ce sont des personnes qui étaient dans le giron, on va dire, de la FMDB, dans lesquelles on a pleinement confiance. Et donc là, ça va être effectivement quelque chose qui va nous permettre de mieux filtrer tout ce qui nous arrive de partout et qu'aujourd'hui, on filtre plutôt de manière très informatique, on va dire, et pas encore assez de manière fine. Et on sait que même si l'IA nous aide énormément, l'humain ne sera pas remplacé entièrement tout de suite, quoi. Parce que là, quand tu dis filtrer, c'est des projets qui vous arrivent à la FMDB et qui après sont proposés dans un pool analysé. Exactement. Pour des clubs deals. Oui. Ça, okay. Et ensuite, le local, donc le référent local et ses mentorés peuvent prendre position, les membres peuvent prendre position. Okay. C'est un mandat de recherche du coup parce que c'est dans l'autre sens. Les commissions peuvent s'ajouter évidemment si le mandataire en face avait son mandat. Moi, je suis jamais choqué de trop. Alors ça choque parfois que je dis ça, mais moi, ça me dérange pas de payer 2 commissions. À partir du moment où l'affaire a été bien négociée, elle a été accompagnée. Et qu'il y a effectivement, si tu regardes les États-Unis, ça choque personne qui est totalement. Et en France, on a du mal encore avec ça. Alors, mais voilà, on va aller vers ça parce que nous, il nous faut quand même une armée de spécialistes parce que malgré tout, l'agent ou le mandataire lambda a quand même du mal à aller chercher le petit truc. Là, il va se reconnaître s'il écoute ça, mais je suis allé visiter quelque chose, mais aussi parce que c'est un mandataire d'un ami, avec un agent qui est très très bien d'ailleurs, je tiens à le dire, mais qui a raté un détail SAFER, c'est que en fait la vente elle-même précédente a été faite en convention SAFER sur 15 ans. Donc je me suis déplacé, le lieu est magnifique, mais tu suis mon raisonnement, hein, convention SAFER sur 15 ans. Donc SAFER, c'est tout ce qui est zone agricole, pour les gens qui nous écoutent. Voilà, c'est tout ce qui va régir de l'agricole. Et quand il y a des conventions de ce type, oui, l'affaire peut paraître sympa sur un Excel, mais il faut bien comprendre que ce sont les gens de l'agriculture qui vont décider. Et croyez-moi, les gens de l'agriculture avec un marchand, ça fait pas bon ménage. Voilà. On peut s'entendre, mais c'est des négociations. Là, ça va pas se faire en 2 mois, quoi. La SAFER, d'ailleurs, parenthèse, parce que les gens ne le savent pas quand ils l'ont pas vécu, c'est quand même un organisme que tu peux payer pour accélérer des démarches en cas de préemption sur les délais de préemption. C'est quand même assez incroyable. Il y a un vrai business derrière tu payes, tu as une réponse plus tôt, etc. Ce que n'ont pas les mairies sur les droits de préemption. Non, la SAFER est un ovni juridico-technique dans le paysage immobilier français. Par contre, quand on a une affaire de ce type et que la SAFER doit intervenir, faut le prendre en compte dès le début, sinon ça sert à rien de faire des beaux tableurs. Hein. Vraiment totalement. C'est vrai. Et c'est quoi les conditions de rentrée? Combien ça coûte? C'est quoi l'adhésion? Alors la FMDB, c'est 1 500 € à l'année. C'est un pass accès, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils viennent ou ils viennent pas. On leur court pas après. Bon, ils viennent quand même. Hein, ils ont accès à quoi? Donc ils ont accès aux événements? Aux événements, aux visios, aux visios enregistrés, aux événements qui eux-mêmes sont enregistrés. Et après, tu as des options pour la formation, etc. Exactement. Alors après, à chaque fois, même un club deal, on facture le club deal. Alors on est plus cher qu'une banque, moins cher qu'un crowd. Voilà, ça. On est entre les deux, quoi. Mais ça, le club deal, c'est avec un œil différent pour le coup. Je pense qu'il va avoir le vent en poupe dans les années qui viennent. Ok, très clair. Eric, merci beaucoup. On a fait un bel épisode. Alors comme on est un petit que j'ai pas tout, mais on a déjà plus de 50 minutes sur la deuxième période. Donc excellent. Je pense que ça va être un bel épisode. C'était très chouette. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur lequel tu aimerais conclure? Non, simplement pour conclure, marchand de biens, c'est une activité où il faut aimer jouer et structurer des choses. C'est une activité d'entrepreneur. Il ne faut pas le faire avec la seule intention de gagner de l'argent. Il faut le faire parce que ça fait plaisir de le faire. Parce qu'il y a tellement d'émotions dans ce métier-là
que celui qui le fait que pour l'argent, il va finir en très mauvaise posture psychologique assez rapidement. Voilà. Tu crois que c'est lié au marchand de biens, ça, ou de manière générale à l'entrepreneuriat? Ouais, je t'as crois. raison. C'est ce que j'ai expliqué à mon fils il y a 3 jours. pareil. J'ai expliqué ça à mon fils il y a 3 jours, parce que lui, il me parle que d'argent tout le temps. Je lui ai dit, écoute, fais quelque chose qui te plaît, l'argent viendra. Fais quelque chose dans lequel tu es bon, l'argent viendra. Si tu le fais pour l'argent, souvent, ça marche pas. Ah ouais. Donc, Non, mais ça, c'est certain. ouais. Ouais, ça sera un beau mot de la fin. Voilà. Tu as eu raison de dire ça à ton fils. D'ailleurs, je vais redire ça à mes filles. Voilà. Merci Eric. Et du coup, bonne installation à ta fille à Montréal et à toi, parce que tu es en train de lui chercher un appart. Bah oui, Donc, je vais bien me trouver une petite cave pour venir te C'est voir de con, temps en hein, temps. quelques mois après, j'aurais pu te louer un truc, tu vois, pour ta fille. Laisse-moi m'implanter un peu. On verra pour l'année prochaine. Avec grand plaisir. Allez, ciao. Ciao, ciao.